86, tu as vu une amélioration des conditions de travail? Non. C'est resté à peu près les mêmes? Ouais, c'était resté les mêmes. Ce qui d'ailleurs a provoqué en partie 86. Hein, peut-être j'en arrive là. Alors, peut-être j'en arrive là. Et donc, moi, je suis un cheminot, comment dire, je ne suis pas syndiqué. Non, mais je ne suis pas syndiqué du tout. J'ai jamais milité nulle part. Sauf un petit peu Amnesty International, mais là, on sort vraiment de... Bon, parce que là, je trouvais que vraiment l'emprisonnement d'opinion, la torture, la peine de mort, tout ça, il ne fallait pas, quoi. Et donc là, je me suis dit, bon, allez, je vais m'inscrire quelque part, quoi. Puis après, longtemps après, j'ai fait le parallèle quand même, peut-être avec le camp que je longeais, tu sais, à Drancy. Ça m'est venu après, ça. Ça m'est venu après. Enfin bref, je passe là-dessus. Donc rien ne s'arrange, et moi je suis un cheminot. Je fais les grèves, mais sans y croire plus que ça, quoi. Puis ça me permet de ne pas travailler. Ça me permet d'être chez moi, tranquille, de faire autre chose, de lire, enfin. Et en 86, donc, arrive le projet d'une nouvelle grille de rémunération. Une grille qui ne sera plus à l'ancienneté, où tous les agents sont rémunérés à égalité en fonction de leur progression dans la durée de leur carrière. Mais cette fois, la direction, déjà pris par le vent du nouveau management, de l'ultralibéralisme qui nous arrive, décide d'instaurer une grille au mérite, une grille de rémunération au mérite. C'est-à-dire que si tu es plus méritant que moi, eh bien, tu toucheras plus d'argent que moi pour le même travail, quoi. Alors, bien sûr, avec des barèmes, mais enfin... Et les syndicats, bon, tergiversent autour de tout ça depuis plusieurs mois. Tous les syndicats confondus. C'est peut-être Banque oui, peut-être Banque non. Bon, mais dans les dépôts, ils commencent à se dire que ça va être plutôt oui, quoi. Ça va être plutôt oui. Et au dépôt de la Gare du Nord, cette fois je travaille à la Gare du Nord, au dépôt de la Chapelle, à l'antenne traction. Et un beau jour, à la fin de mon service, là ça me permet de raconter des choses de mon point de vue, comme vous le demandiez tout à l'heure. Je finis mon service, là, un service banlieue cette fois, par marchandise, sur le coup de 8h le matin. J'ai fini, ça y est. En décembre? On est fin novembre, là. Fin novembre 86, j'ai pas la chronologie exacte, mais fin novembre 86. Et je tombe je remonte à l'antenne traction pour dire au revoir à tout le monde, et pour récupérer la voiture surtout. Et je tombe sur 4 gars qui sont là, et qui me disent « Christian, est-ce que tu peux relire ?» Et ils me tendent un papier, quoi. Ils me tendent un papier. Alors pourquoi ils me demandent de relire ce qu'ils ont écrit? Parce qu'ils savent à l'époque que je suis Amnesty International. Et que, bon, je sais pas, ils ont dû fantasmer un truc sur Amnesty International en disant celui-là, il sait lire et écrire, quoi. Mais ça va un peu vite. Hein. Mais bon, alors je lis leur texte, et effectivement, c'est un texte qui demande le retrait immédiat de la grille de salaire, pas question, et qui qui formule un certain nombre d'autres revendications, dont le fait, par exemple, pour tous les agents de conduite de pouvoir circuler en première classe, parce qu'on n'a pas le droit à la première classe. Pour les permis, on n'a droit qu'aux deuxième classe, et à la deuxième classe, c'est pas la première. Eux, ils trouvent ça scandaleux. Bon, voilà. Ils veulent la première classe. Et puis d'autres choses aussi comme ça. Et puis quand je dis ça, il est complètement idiot, ce tract. Je me dis, vous allez en faire quoi? Vous allez en faire quoi? Il me dit, on va l'envoyer, et puis le 18 décembre, ou quelque chose comme ça, à minuit, on se met tous en grève. Et puis voilà, il n'y aura pas de grille. Et j'ai dit, ah bon? Et le tract pas signé, rien, quoi. Et puis, ah bon, alors je corrige les machins, 2-3 coquilles, je ne sais même pas si on avait. Puis ils me disent, tu rajoutes à la fin ce que tu veux. J'ai dit, ah bon? Ah oui, parce que la dernière phrase, en bas, c'était « Et nous appelons les organisations syndicales à soutenir notre action. » Voilà. Et il me dit, tu rajoutes ce que tu veux. Alors moi, je rajoute un truc, j'ai dit, et j'ajoute, et les agents de conduite sauront prendre leurs responsabilités face aux organisations syndicales qui ne les soutiendraient pas. Alors, j'ajoute ça.
Et après, j'avais complètement oublié ce truc. Et je l'ai retrouvé dans un bouquin, ça. Ça m'est revenu, quoi. Un bouquin de Christian Chavandier, qui est un historien des mouvements sociaux à la SNCF. Un bon historien, en plus. Et quand il parle de 86, il reprend cette phrase, quoi. Puis à un moment, je me dis, c'est bizarre, cette phrase, ça me dit quelque chose. Et après, je dis, oui, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je raconte ça aujourd'hui, ça m'est revenu, tu vois, grâce à lui, en fait. Et ce tract, je me dis, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, il me dit, c'est simple, on va le photocopier, on va le renuméroter, on va le faxer, et on va faxer ça dans les 94 dépôts de France, et le 18 décembre, tu vas voir, c'est plié. Je dis, bon, d'accord, je redonne la chose, je prends la voiture, je rentre chez moi, puis 2-3 jours qui suivent, je réfléchis, je dis, quand même, c'est un peu bizarre cette idée, je vais peut-être en parler à des potes syndiqués, quoi. Et j'en parle à des collègues de la Cégep. Je suis pas Cégep, j'ai jamais été Cégep, je suis assez pote avec, quoi. Et je leur dis principalement un qui s'appelle toujours, j'espère, René Iglesias, qui était en congé à l'époque. Je l'attrape et je lui dis, dis donc, t'as vu ce truc? Il me dit, quoi, quel truc? Je lui dis, il y a des gars là, ils ont l'air de bien dérailler, quoi. Mais en même temps, c'est intéressant. Alors, je mets au courant de la chose. Puis l'autre aussi. Et puis je leur dis, il y a un risque, c'est que s'ils croient vraiment se mettre en grève le 18 décembre à 0 heure sans préavis, et qu'ils sont que 5 ou 10, et je pense à moi aussi, à se mettre en grève sans préavis, c'est dangereux, quoi. Donc il faudrait qu'on ait un préavis. Elle me dit, ouais, c'est pas con. Je dis, on va commencer par vous. Ils m'emmènent, on va au local CGT à l'époque, et on essaie de les convaincre, quoi. De convaincre le responsable CGT de l'époque, et qui était un pote aussi, quoi. Et l'argument dur, tu vois. Et finalement, à un moment, il dit, attendez, il faut que je réfléchisse. Hop, et il sort dans le couloir, il reste 5 minutes dans le couloir, il revient, il rentre. Alors, non, c'est non, pas de préavis. Pas de préavis. J'ai dit, merde alors, pas de préavis, quoi. Alors je ressors avec des potes qui s'appelaient Jean-Pascal, Gilles, etc. Je dis, bon, on ne va pas en rester là, on va aller chez l'ennemi. L'ennemi, pour eux, l'ennemi juré, c'est l'AFJAC à l'époque. C'est le syndicat des agents de conduite uniquement, c'est un truc catégoriel. Je dis, mais on s'en fout, il faut juste avoir un préavis, souple. S'ils le donnent, c'est bon, quoi. Alors on fonce à côté de la place de la République, pas loin, ils avaient leur local là, quoi, et là je tombe sur le ponte de l'AFJAC. Gilles et Jean-Pascal, c'est pas à l'aise, quoi, d'être à l'AFJAC, moi je m'en foutais, j'étais non syndiqué. Donc, et je discute avec les deux pontes qui étaient là, quoi, et puis ils me disent, mais non, vous êtes cinglés, quoi. Je dis, mais non, je ne suis pas cinglé, on veut juste un préavis, quoi, pour que les mecs soient couverts. Et puis c'est tout. Et puis après, ils laissent tomber. Puis à un moment, le mec, il se lève, un gros costaud. Il me dit, de toute façon, une grève de la dinde, ça n'a jamais marché. Grève de la dinde, grève pendant Noël. Il me dit, ça n'a jamais marché. Bon, il me dit, non, ça n'a jamais marché. À un moment, j'ai pris le bureau, un peu comme le prof d'avant. J'ai failli lui retourner son bureau, tellement il m'énervait, quoi. Non pas parce qu'il me disait que la dinde, ça n'allait pas marcher, mais parce qu'il ne voulait pas donner un préavis, puis que ça m'énervait, quoi. Et voilà, donc pas de préavis. Et au dernier moment, la CFDT va quand même faire descendre un type, tu avais l'impression qu'il descendait des Alpes, tu avais l'impression d'un 68ard qui était parti en communauté dans les Alpes, qui élevait des chèvres, tu vois. Et le gars, il descend, il avait quasiment encore de la paille dans les cheveux, il avait des cheveux très longs. Et donc, il descend à la gare du Nord, où je travaillais, on le reçoit naturellement. Et après longue discussion où le gars il essaie de comprendre comment c'est né ce truc-là, quoi, pour voir s'il n'était pas circuité par en dessous par je ne sais qui. Et il dit finalement, ok, je vous pose un préavis, mais uniquement pour la gare du Nord. Uniquement pour la gare du Nord. Et pas ailleurs. Il dit non, mais nous on veut partout. Il dit non, je ne peux pas. Moi, en tant que fédéral, je peux juste faire ça. Et puis le gars, il devait être prudent aussi. Donc, voilà, un préavis. Un préavis pour le 18, donc, mais ça, c'était annoncé nulle part. Nulle part. Même la direction devait être plus ou moins au courant, pas trop. Et donc arrive le 18,
Et le matin du 18, on se téléphone, je ne sais plus si on se téléphone ou si on seul les dit, à plusieurs, il faut quand même être là à minuit, parce que sur le préavis, c'est pas le préavis, mais le texte, qui entre-temps a fait le tour de la France. C'est-à-dire que Toulouse est au courant, Bordeaux est au courant, Marseille est au courant, Strasbourg est au courant, enfin, les 94 dépôts sont au courant, comme ça. Et on dit, il faut quand même à minuit qu'on soit un certain nombre pour voir ce que ça va donner. Alors on se pointe à minuit, et effectivement, on est 6-7, et on se déclare gréviste. Où est votre local physiquement dans la gare? Alors physiquement, il n'existe plus, vous aurez du mal à le trouver aujourd'hui, parce qu'il a brûlé, après que j'ai démissionné de la SNCF. mais c'est pas un mois après, il brûlait. Et donc, il est juste derrière les Bouffes du Nord. Tu vois, le théâtre des Bouffes du Nord, il est juste derrière. En bas, là, il faut descendre et il est là. Depuis, ils ont reconstruit autre chose, mais il en reste juste un petit bout, en fait, de ce que c'était à l'époque. Et à minuit, donc on se déclare gréviste à quelques-uns, mais pas trop, quoi. Et à 2h du matin, on doit être peut-être 10 en grève, quoi. Et après, ça va monter en puissance lorsque les gars vont prendre leur service, tu vois. Et à partir de 1h, 2h du matin, les dépôts appellent. Parce que sur le tract initial, on avait mis le numéro de téléphone. Et il y avait un seul téléphone. On travaillait, un téléphone mural. Un téléphone mural, c'est pas comme aujourd'hui, ça serait facile aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait rien, il y avait juste un téléphone. On avait donné ce numéro de téléphone-là, on avait dit aux gars, si vous partiez en grève, vous nous appelez. Et donc, à partir de 1h30, 2h du matin, Lille appelle, Brest appelle, tout le monde appelle, quoi. Et ils nous disent, alors vous en êtes où à Paris-Nord? Et nous, et alors, là, on fait le coup de bluff. Eux, personne n'était couvert par un préavis, personne. Excepté nous, quoi. Et là, le coup de bluff, on dit, on est en grève à 100%. Or, on était 100-150 agents, il y avait 10 grévistes, quoi. On est, ok, nous on fait pareil. Et donc, le lendemain, non, pas le lendemain, 48 heures après. C'est toi qui dis ça? C'est toi qui... Oui, moi, avec d'autres. Quand c'est moi à côté du téléphone, c'est moi. Quand c'est un autre, c'est lui. C'est comme ça, 86. C'est très, très particulier, 86, hein, tout le temps. Et donc, 2 jours après, 94 dépôts en grève à 90%, chez les roulants. Tout bloqué. Tout bloqué, la France entièrement bloquée, sans préavis, sans rien du tout. Alors donc, immédiatement, à la gare du Nord, parce que c'est de là que ça part, il y a plein de journalistes qui arrivent tout le temps. Tout le temps, ils arrivent de tous les côtés, quoi. Et je me retrouve à être le premier à faire la déclaration télévisuelle pour ce truc-là, quoi. Le soir arrive Antenne 2, je sais pas. C'était comme ça, Antenne 2, à l'époque. Et il dit, il faut quelqu'un pour parler, quoi. Parce que c'était entièrement bloqué. Il faut quelqu'un pour parler et personne ne volait. Et puis à un moment, les mecs ils me disent, vas-y, toi. Alors, ils me poussent devant, quoi. Ils me poussent devant littéralement. J'essaie de résister, mais non, toi, tu vas savoir. Je dis, bon, d'accord. Et je me retrouve à faire la première déclaration nationale pour cette grève de 86. Et c'est drôle parce que en 2020, le 1er janvier 2020, sur Antenne 2, enfin, c'est pas comme ça qu'il faut raconter. Il y a un étudiant qui m'appelle, un ex-étudiant à moi, il m'appelle et il me dit, dis donc, en 2020, janvier, il dit, je viens de te voir à la télé dans la grève. Je dis, comment ça? Oui, je t'assure, j'étais au café et je t'ai vu dans la grève, là, au 1er janvier. J'ai dit, quoi, grève? SNCF, oui. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Et donc, j'allume la télé, je vais voir en replay. Et effectivement, sur Antenne 2, pour le 1er janvier, qui était en grève contre les retraites, à ce moment-là, ils avaient ressorti les images d'archives avec précisément cette archive-là. Et moi, je me revois là, c'était drôle, quoi, c'était marrant, qu'ils aient été rechercher cette archive-là précisément. Et après, donc, le mouvement part, en 86, avec une originalité constante. C'est un mouvement totalement dionysiaque, extraordinaire, avec pour la première fois dans l'histoire des mouvements sociaux à la SNCF, la constitution de coordination. Avec 2 coordinations, une du côté des agents de conduite, qui est sise à la gare du Nord, hein, là où je travaille, et puis une autre qui sera du côté
Ivry. Ouais, d'Ivry, oui, c'est ça, d'Ivry. Et là, alors l'une et l'autre, plus ou moins chapeautées par la LCR, côté Paris-Nord, et l'eau, avec Daniel Vitry, à Ivry. Et donc, ça c'est aussi, c'est une innovation. Dans ton journal, tu parles de richesse sociale et organisationnelle et du caractère étrange, drôle, ambigu et hyper complexe de cette grève. Ah ouais, ouais. J'ai jamais vu un mouvement aussi complexe que ça. Plus personne n'y retrouve ses petits. Chez Christian Chavandier, on trouve des notes des renseignements généraux sur l'époque. Les renseignements généraux ne comprennent plus du tout. Qui fait quoi? Que fait la CGT? Que fait la CFDT? La CGT, à l'époque, faisait dans certains endroits des piquets de travail. Ils disent souvent ça. Pour empêcher la grève, quoi. Piquet de travail. La CFDT, c'était très très ambigu. L'AFJAC, n'en parlons pas. La coordination là, une coordination là-bas, plus personne n'y comprend. Et d'où vient ce tract, au départ? Quel est l'espion russe qui a lancé ça? Un peu. Et donc, plus personne n'y comprend rien. Et les renseignements généraux, souvent, en sont amenés à relever les plaques d'immatriculation des agents dans les dépôts pour savoir qui est qui, quoi. Et ils attestent dans des rapports qu'ils ne comprennent pas du tout et que c'est extrêmement préoccupant. Et alors, ça va loin parce que au 1er janvier, cette fois 87, et ça, ce n'était pas prévu au départ avec le petit tract, le président de la République, Mitterrand, invite des cheminots à Brégançon. Et c'est Chirac, à l'époque, qui est Premier ministre, quoi, et qui rame avec la grève. Il ne sait pas comment faire reprendre ce truc. Et donc, même Mitterrand utilise la grève pour gêner son Premier ministre. Et ça, c'était complètement inattendu, avec un petit papier rédigé comme ça sur un coin de table, par des gens qui n'avaient pas de formation politique du tout au départ. Il y en a même un qui était vraiment pas dégrossi, quoi. Tu vois, pas du tout. C'était drôle. C'était drôle. Et puis constamment de l'invention, tout le temps. Et puis drôle. Et puis on se marrait, quoi. Parce que c'était drôle de voir tout le monde à la ramasse autour de nous. C'était drôle. Et puis le jeu avec les médias. Moi, j'ai vu des journalistes s'interviewer entre eux au départ, tellement il y a un moment, il y avait plus de journalistes à l'antenne Traction de Paris Nord que d'agents en grève, quoi. Alors, vous voulez me dire quelque chose? Mais non, moi, je suis RTL. Ça a tout le temps été comme ça. C'était la grève la plus longue de l'histoire de la SNCF, 29 jours. Mais pas une grève saute-mouton, comme on fait depuis, où tu es sûr de perdre au départ. Là, c'était grève la plus longue. Certainement l'une des plus dures, avec des affrontements avec les CRS, on ne va pas s'attarder là-dessus. Et ce fut aussi l'une des causes de 95. Je voulais citer ton journal, que là tu écris en 96, enfin 95 quoi. Ouais. Il est possible de dire, sans travestir les faits, que parfois des militants cheminots de la Ligue communiste révolutionnaire ou de lutte ouvrière, bien que présents avec nous jour après jour, s'étaient vus égalés et même quelquefois dépassés par la détermination des conducteurs de l'antenne, syndiqués ou non, par la force de leur prise de position et leur inventivité. Une sorte de déraison tenaillait les grévistes les plus apolitiques. Il devenait impossible d'étiqueter leur comportement hors norme dans une case convenue des luttes, et l'extrême gauche éprouvait de la difficulté à y trouver ses repères, même si elle a eu des ambitions déçues d'y parvenir. Probablement est-ce cet apolitisme, voire cet antisyndicalisme, additionné d'une grande circonspection à l'égard de l'extrême gauche, qui donna à la grève de 1986 à Paris-Nord son profil si imprévisible. Ouais. Oui, ça, bon, je souscris toujours. Je souscris toujours à ça. Alors ça a été vrai pendant au moins une semaine, 10 jours. Alors après, c'est vrai que l'extrême gauche, LO, comme je l'ai dit, la LCR, va essayer de récupérer les choses et y arrivera en partie. Et heureusement d'ailleurs. Et du côté de la LCR à Paris-Nord, d'ailleurs, ils feront tellement jouer au sein de la coordination. Moi, je ne fais pas partie de la coordination parce que je refuse d'en faire partie, parce que le jour de la constitution de la coordination, c'était drôle ce jour-là. Oh là là. Ouais. La LCR, par l'intermédiaire de Sotteville, ils étaient très implantés.
Il faut préciser peut-être Sotteville-les-Rouen. Hein. Oui, Sotteville-les-Rouen. Oui, ça va de soi, tu as raison de faire préciser. Bon, ils avaient pris contact avec nous, à la Gare du Nord, en disant que ce serait bien si on s'organisait un peu. Parce qu'au départ, durant la première semaine, ce truc, ça a été un feu de paille, annoncé nulle part, par aucun parti, par aucun syndicat, par rien. Et donc, on a vu très très vite arriver les militants d'extrême gauche, de tout poil, qui étaient là en se disant, mais putain, c'est qui parmi nous qui a déclenché ce truc, quoi? Et puis surtout, comment ils ont fait pour que ça marche? Toi, nous, ça fait 20 ans qu'on essaie de faire ça, ça ne marche pas, on n'arrive pas à mobiliser. Et puis ces couillons-là, ils n'ont pas vraiment l'air fins et ils y arrivent du premier coup. C'est bizarre. Alors donc ils venaient, quoi, et puis ils nous sommaient souvent, je me souviens, ils nous sommaient de nous organiser, quoi. Vous ne pouvez pas faire comme ça, il faut vous organiser. Et puis nous, on disait, non, tout ça marche comme ça depuis 10 jours, pourquoi on s'organiserait? Donc comment vous faites? Bah, ça dépend. Vous ne faites pas d'assemblée générale? Non, quoi? Non, on ne fait pas d'assemblée générale. Non, on fait... Bah, comment vous faites? Bah, je ne sais pas, c'est comme ça. Il faut bloquer un train, on va bloquer un train. Il faut en bloquer un autre, on va bloquer un autre. Il faut aller boire un coup, on va boire un coup. Il faut aller en boîte le soir, on va en boîte le soir. Donc c'était vrai en plus. C'était vrai, quoi. Et enfin, non, pas moi, parce que je n'allais jamais en boîte, mais... c'est juste une fois, j'étais avec eux quand même. Et d'ailleurs, ça nous a valu de gros ennuis. Enfin, je peux pas raconter ça, parce que je m'écarte trop du sujet. Mais donc, c'était vraiment un mouvement totalement fou, pendant au moins une semaine, quoi, où personne n'y retrouvait ces petits. Même pas l'extrême gauche. Et très très vite, l'extrême gauche a quand même essayé, bien sûr, de s'infiltrer, c'est normal, hein, c'est l'entrisme habituel. Et ils sont arrivés par l'intermédiaire, en premier, de Paris-Nord. Et le jour où on a constitué cette coordination, on a fait passer les annonces partout, parce que cette fois le téléphone toujours avec un, mais ça marchait, dans la France entière. Et voilà, on forme, comme les syndicats ne veulent pas nous épauler, ou alors c'est pas terrible, eh bien on va se diriger nous-mêmes, on va faire une coordination. Voilà. Et les gars disent, ok, nous on monte. Et dans la nuit de, je ne sais plus, il faudra prendre la date, hein, tout le monde fait la route de tous les coins de France pour monter dans une salle de la gare de l'Est, dans les sous-sols de la gare de l'Est, si mes souvenirs sont bons, qu'on avait dû avoir par des grévistes de là-bas. C'est là que ça va se tenir. Il y a une grande salle, une espèce de salle de théâtre avec estrade et tout, quoi. Et on arrive, je me souviens, on est arrivé avec René Iglesias, que j'ai déjà... On se pointe de la gare du Nord, tous les deux là-bas, puis bon... Qu'est-ce qu'on va faire pour la coordination? Il ne va pas y avoir un chat, ça va être galère, quoi. Oh, on arrive en bas, et dans le couloir, on ne pouvait pas rentrer, quoi. Il y avait du monde partout, mais partout, c'était plein à craquer, quoi. Et il y avait des journalistes et tout, quoi. En plus, tu vois. Et à un moment, on force, on rentre dans la salle, et puis on s'enferme dans la salle tous les deux. Je me rappelle, on s'assoit, on se regarde, puis putain, on fait quoi maintenant? Tu vois, les gars, ils étaient montés de partout, c'était fou. Et finalement, bon, on s'est quand même organisé, on a élu les premiers membres de la coordination donc, de la Gare du Nord. Et moi, je n'ai pas voulu en être parce qu'à un moment, dans les débats, j'ai dit ouais, moi, je veux bien voter, mais je veux savoir qui est qui. Parce que moi, de l'intérieur, je savais qui était qui. Mais les gars qui arrivaient de Toulouse, de Bordeaux, etc., qui avaient roulé toute la nuit, ne savaient pas qui était qui. Moi, je trouve que c'était assez démocratique de savoir qu'un tel, c'était Ségette, un tel, c'était Jacques, un tel, c'était Hello, etc. C'est important de le savoir, quoi. Oh là là, que je ne l'avais pas dit là. C'était grave, quoi. Et donc, là, je n'ai pas été membre de cette coordination, mais en fait, je n'ai pas beaucoup d'écart, parce qu'on est tout le temps ensemble. Hein, et donc, ça, c'est une grosse innovation. Et la coordination du côté d'Ivry, avec Daniel Vitry, qui est décédé pas longtemps après d'un cancer généralisé, je crois, eh bien, elle, donc chapeautée par Hello, avait une fonction beaucoup plus intercatégorielle, comme il le disait. C'est-à-dire voulant vraiment faire partir dans le mouvement l'ensemble des services. Mais nous, à la Gare du Nord, les autres services suivaient aussi. Mais les rédacteurs du tract initial, là, que j'avais trouvé un beau matin, eux étaient vraiment très très catégoriels. C'était l'idée qui est toujours plus ou moins dans la tête des roulants. Aujourd'hui, il faudrait vérifier que les roulants, dans une grève dure, peuvent s'en tirer tout seuls, ils ont besoin de personne d'autre. La CGT n'était pas du tout d'accord avec ça. C'était de dire non, c'est en entraînant tout le monde que l'on va réussir à gagner.
Et donc ça créait de la discorde un peu, cette affaire-là. Hein. Et je ne sais plus très bien ce que je voulais dire. Peut-être les négociations avec la direction. Alors les négociations très tôt. Très tôt, ils nous ont menés en bateau. Très tôt, ils nous ont menés au bateau. Rien n'a marché. Rien n'a marché. Il n'y a qu'au moment où finalement ils ont dit on retire la grille, que voilà, peu à peu la grève s'est délitée, etc. Mais on était au 29e jour. Mais moi, je venais juste de revenir du ski. Il faut dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais pas, vers le 22e jour de grève et tout, je suis parti faire du ski. Parce que, en fait, je ne sais pas bien. En fait, parce que j'avais des congés posés de longue date. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de partir au ski. Il n'y avait pas de train, c'était pas simple. Mais j'ai quand même trouvé un non-gréviste en gare de Lyon qui montait un train, je ne sais pas où. Et donc, j'ai été skier dans une station, il n'y avait pas un chat. C'était absolument désert. Personne n'avait réussi à monter dans les stations. C'était formidable. Mais tous les soirs, je prenais des nouvelles de la grève. J'appelais la compagne de René que j'ai évoquée. Et puis, je voyais tous les soirs les copains à la télé. Tu vois, c'était l'événement majeur en France à l'époque. Et donc, tous les soirs, je voyais l'AG qui avait en Gare du Nord, quoi. À côté, donc j'étais au courant des choses. Et je suis revenu juste à la fin de la grève, 2-3 jours. Mais là, ça piquait vraiment du nez. L'opinion était solidaire. L'opinion, à l'époque, sans doute moins solidaire qu'en 95, avec la grève par procuration. Mais on n'a pas eu de... Non, on n'a pas eu vraiment... Alors la droite a organisé quand même des défilés anti-grève. Hein, elle le fera aussi en 1995. Des défilés antigrévistes. Il y en a eu un sur le Châtelet, j'avais été les voir, c'était marrant. C'était pas très nombreux, quoi, mais... non, mais je ne me souviens pas de réactions agressives. Par contre, je me souviens très bien en 95, mais on arrive à 95, d'énormément de personnes qui venaient nous voir pour nous encourager, pour nous féliciter, nous appelant des héros, parfois. Les gens qui arrivaient nous disaient « vous êtes nos héros », quoi. Non, ça fait plaisir. Même dans les manifs, c'était écrit des fois. Les grands calicots, c'est l'époque vraiment où la corporation des cheminots était devenue, tu vois, vraiment quelque chose de symboliquement fort au niveau des mouvements sociaux. Mais pardon. Avant de revenir sur 95, on va prendre une série de questions sur 86. On va commencer, oui. Oui, je m'interroge dans ce que tu dis avec le rôle de la coordination. Est-ce que tu as perçu ou analysé des connexions entre les grèves étudiants de 86 juste avant et puis un peu après Malik Oussekine. Hein. Après, justement, moi je reconstitue mal la chronologie, mais Malik Oussekine c'est 4 décembre. Ouais. Donc, tu parlais de fin novembre. Je m'interroge sur justement tout ce travail qui a été fait, soit séparément, soit collectivement. Alors, il faut signaler aussi, par exemple, que juste avant le départ de la grève le 18 décembre 86, 86, il y avait aussi un mouvement des guichetiers à la SNCF, un mouvement des guichetiers qui faisait grève pour obtenir, je ne sais plus très bien, une augmentation, je pense, de salaire. Alors c'est une période où ça bougeait pas mal, hein. C'était quand même une période où ça bougeait pas mal, mais il n'y a pas eu de rapport avec les mouvements étudiants précédents. Il n'y a pas eu ça. Non plus avec les infirmières, parce que je crois que juste avant, peut-être les infirmières avaient-elles créé une coordination. Il faudrait vérifier ça. Non, il n'y a pas eu de rapport véritable. Alors si, par contre, il y a pas mal de lycéens qui sont venus nous voir à la Gare du Nord, du lycée Jacques Decour en particulier. Ils sont venus nous voir souvent, je me rappelle avoir été traîné avec eux, je ne sais plus très bien où. Donc ça en parlait. Il y avait des choses. Et puis il y avait beaucoup de personnes extérieures qui venaient aussi nous soutenir. Il y en a encore d'ailleurs, j'en ai rencontré dans une AG il y a 2 ans, dans le précédent mouvement à la Gare du Nord. Je suis un gars qui était là, il me dit « je vous reconnais ». Je dis « ah bon, vous m'en connaissez ?» Moi, je ne vous reconnais pas. Il me dit « si, il me dit un gars qui habitait le quartier, quoi. Il me dit « si, j'étais là en 1986, avec vous au dépôt ». Et donc, il y avait beaucoup d'extérieurs qui venaient aussi, puis les gens qui sont devenus des amis après aussi.
Tu sais s'il y a eu des récits ou des journaux de grève sur 86? Non, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Il n'y a pas grand-chose. Et longtemps, si, il y a un colloque quand même qui a eu lieu, Christian Chavandier en parle, on peut retrouver le... Et d'ailleurs, ce colloque avait eu lieu, je crois, juste avant le début de 95. C'est un peu synchrone comme ça. Mais il n'y a pas eu vraiment de film. Moi, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu de film de tournée sur 86, alors qu'il y en a eu sur 95. Moi, même dans le journal, d'ailleurs, j'ai pas tenu de journal en 1986. Je m'en suis mordu les doigts après, en 95. C'est pour ça que dans le journal sur 95, on retrouve. Je me suis forcé quand même pour pas en perdre le souvenir tout à fait. Et longtemps, moi, j'ai eu le projet de faire un film avec des images d'archives, au moins des images d'archives, et puis aller retrouver quelques-uns des protagonistes de ce mouvement-là avant qu'ils soient morts, quoi. Il y en a déjà qui sont morts, mais bien sûr. Et longtemps, j'ai eu l'envie de faire ça, et puis je suis parti sur d'autres choses, et ça ne s'est pas fait, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les grèves de 1986? Oui. C'est juste, tu disais que vous n'aviez pas la culture d'organiser des AG, mais on a mentionné vers la fin de la grève, c'est un truc qui a changé au fur et à mesure. Tu parlais justement d'une AG. Oui, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a eu tellement d'insistance pour que l'on organise des AG qu'à un moment, on a été pris d'un doute. On s'est dit, ouais, peut-être on devrait en faire. Mais ce n'était pas du tout des AG, enfin, dans le souvenir que j'en ai, très très structuré. Et parfois, on agissait d'une façon tout à fait inverse avec ce qui avait été voté en AG. Je me rappelle principalement d'une, et je sais que le débat existe encore aujourd'hui. Depuis le début, on a bloqué les trains. C'est simple. Dès qu'on a été suffisamment de grévistes, il ne faut pas descendre à 5 dans les voies pour bloquer les trains, il faut descendre à plusieurs, plus nombreux que ça. Et dès le premier jour, on a bloqué les trains. Voilà. Ça roulait plus, et voilà. Mais à un moment donné, je ne sais plus sur l'impact de quel syndicat ou de qui, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut continuer de bloquer les trains? Alors, ça a discuté beaucoup, et finalement, le vote a été, on arrête de bloquer les trains. C'était ça le vote. Et un quart d'heure après, il y avait des grandes baies vitrées comme ça, d'antennes traction qui donnaient sur la gare du Nord. Et il y en a un qui dit « Ah, regardez les mecs, il y a un train qui sort !» Hop, tout le monde est parti bloquer le train. Alors qu'on avait voté l'inverse un quart d'heure avant. Donc c'était étrange ça, les AG. Je me rappelle aussi d'une AG, encore avec René, un soir très très tard, parce que oui, la LCR, puis ceux d'autres, on nous avait un peu à l'œil. Alors ça a donné quoi votre AG aujourd'hui et tout. Puis un soir, on fermait la boutique avec René, en partant, dormir 2 heures avant de revenir. Puis on se dit, oh putain, on a oublié de faire l'AG aujourd'hui. Vrai de vrai, comme ça, quoi. Et on a dit, bah écoute, c'est simple. On a sorti un grand papier, puis on a mis l'AG de 18h à voter la reconduction de la grève. On l'a affiché. Et les gars sont arrivés à 3h du matin. Ah putain, la grève est reconduite, hein, on y va. C'était ça, 86. C'était spécial. Pardon. Ça a pu avoir des effets négatifs de faire des AG en 86. Des aspects négatifs, pardon? De faire des AG. D'en faire des AG, tu penses que ça a pu... Moi, je pense que 86 a été très fort quand il n'y avait pas d'AG, en fait. Quand ça roulait sur son air du départ. Mais il est évident que ça n'aurait pas pu durer 29 jours comme ça, quoi. Mais moi, dans les AG, moi, je craignais que j'intervenais très très peu en AG, en général. Sauf quand, à tort ou à raison, je sentais que ça pouvait devenir dangereux, dans un sens ou dans l'autre. Alors je dis, tiens, là, je vais peut-être l'ouvrir. J'ai demandé la parole et je disais quelque chose. Mais à un moment donné, oui, parce que je craignais beaucoup que dans les AG, il y ait des récupérations du mouvement qui se fassent. C'est très très facile à orienter un groupe. Très très facile. Et avec un peu de technique, vous en faites à peu près ce que vous voulez. C'est évident. Et les militants syndicaux, qui étaient quand même dans le mouvement, à un moment, il fallait bien y être, quoi. Même s'ils disaient « Oh putain, cette grève, c'est terrible, plus de pognon et tout », il fallait quand même qu'ils y aillent.
Et bon, ils arrivent bien à manœuvrer les choses, c'est normal. Ils sont formés pour ça. Et je craignais beaucoup ça. Tu vois, mais en même temps, sans âger, je ne savais pas ce que j'espérais. Qu'est-ce que ça pouvait donner, une chose pareille, sans aucune organisation. C'est compliqué, quoi. Et puis les histoires du vote, quoi. J'ai jamais cru à ces histoires de vote, quoi, parce que souvent on lève la main parce que le copain lève la main, quoi, pour pas se fâcher avec lui, ou alors on la lève pas pour pas se fâcher avec lui. Ben, je sais, c'est une démocratie bizarroïde, quoi, un peu trop sous pression pour qu'elle soit complètement catholique. Enfin, comment faire aussi dans un mouvement social comme ça? Comment faire? Mais moi, la période sauvage du début, je préférais pas. Ah ouais, on fait comme on veut. Justement, Il y a une question. Ouais. Justement, vous parlez de la période sauvage du début, vous avez dit dionysiaque. Ah ouais, dionysiaque. Il y a toujours de la joie, peut-être dans une grève, peut-être pas. Qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement là, dionysiaque au début 86? Ah bah dionysiaque, c'est parce que ça explose, quoi, et puis le vin coule à flot. Ah oui, oui. Ah oui, il faut. Oui. Bah oui, hein, on était du côté de Bacchus, hein, au départ, faut dire. Hein. Moi, j'ai jamais bu. J'ai jamais bu une goutte d'alcool ou vraiment très très peu de ma vie. Donc je n'étais pas, mais je voyais. Quoi. Et les mecs, ça carburait bien, quoi. Et je pense que ça a été aussi un des éléments de la sauvagerie du départ. Moi, j'ai vu les contrôleurs qui dormaient avec leurs bouteilles, quoi. Ils dormaient sur place, parce qu'à un moment, on ne rentrait plus chez soi. Il ne fallait plus rentrer chez soi, parce que si on les fout chez soi, c'est pas marrant chez soi. Il valait mieux être là, quoi. Et donc, ils dormaient avec leurs bouteilles, les gars, quoi. Et ça veut dire qu'on prend d'autres décisions? Pardon? Ça veut dire qu'on prend d'autres décisions, qu'on tente d'autres choses? Ah, oui, ça veut dire qu'on n'a plus peur de rien, quoi. Moi, j'ai vu des gars qui étaient dans la gare souterraine, dans les voies de la gare souterraine, entre Châtelet, non, pas entre Châtelet, à la sortie plutôt, du côté province, du Nord. J'ai vu des gars qui d'habitude étaient extrêmement réservés, qui en sachant qu'il y avait des CRS à la sortie nous attendant, devenaient vraiment fous furieux, quoi. Ils allaient déterrer des trucs, ils arrachaient des barres de fer pour en découdre avec les CRS en haut, quoi. C'était étrange, ou des torches à flammes rouges. Des torches à flammes rouges, maintenant qu'on voit partout dans les manifs, hein, on allait les prendre sur les machines pour... ouais, ça boue vraiment, hein, ce truc à 1000 degrés, etc. Et donc, c'était plus les mêmes, quoi. Les collègues de travail que je voyais dans ces moments-là n'étaient plus les mêmes. Il y avait une transformation chez eux, c'était vraiment un moment existentiel très très puissant, au-delà du politique, au-delà de la revendication. Et puis surtout, il y avait un effet de groupe extraordinaire. On était ensemble, quoi. On faisait groupe, vraiment. Et on foutait un beau bordel. Ça, c'est indéniable. On n'aurait jamais cru que ça aurait pris comme ça, hein. Jusqu'à gêner le président et le Premier ministre. Enfin, c'est invraisemblable. Et en plus, c'était drôle tout le temps, quoi. Il y a tout le temps une vanne, tout le temps une situation ubuesque. Hein, Tu peux donner des anecdotes? Oh, je sais pas. Oui, sûrement. Un tract, je crois que j'en parle. Un tract qu'avait réclamé, qu'on a vu circuler dans une manif, je ne sais plus, parce que c'était manif sur manif aussi. Hein. C'était pas comme là, la prochaine, le 31. Non, là, c'était manif sur manif tout le temps. Par un tract qui réclamait des baby-foot des baby-foot dans les voitures de banlieue, quoi, avec des petites nanas et puis des petites BD aussi, comme ça, pour que ce soit plus agréable. Voilà, c'est le type de revendication. Bon, l'anecdote de l'AG, là, effectivement, l'AG. Et puis, toutes les démêlées avec les journalistes de Libération. À l'époque, c'était Alain Lebaube. Il faut pas que je confonde avec l'autre de 95. Emmanuel Poncet. Non, là, c'était Alain Lebaube, un type vraiment bien, qui avait longtemps travaillé au Monde et qui était très proche d'André Gorz, d'ailleurs, des idées d'André Gorz sur le monde du travail avant l'écologie, et qui nous suivait pas à pas, quoi. Et souvent, on concevait avec lui les titres de ses articles, quoi. Mais alors, sauf que nous, on le faisait en se marrant, mais ce con-là, il les faisait pour de vrai, quoi, et il les écrivait pour de vrai. Et il était très talentueux, je dis ce qu'on a, c'est amitié. Et un jour, il avait dit, ouais, tu sais, ce mouvement-là, il est né, en fait, de deux truies, Aglaé et Sidonie, je crois.
Il dit, qu'est-ce que vous racontez? Je dis, oui, parce que le mec vraiment qui a eu le premier l'idée du tract du début, en fait, c'est un gars paysan, quoi, et il élève des truies. Il a 2 truies énormes qui s'appellent Aglaé et Sidonie. Et alors lui, il note tout ça, puis le lendemain, en double page dans l'IB, il raconte qu'il nous a retrouvés dans une boîte de nuit du côté de Montmartre. Il raconte tout ça, quoi. Donc un contexte tout à fait différent, quoi. Les cheminots qui n'ont plus de fric et qui font la fête dans les boîtes huppées de Montmartre, ça ne le fait pas trop. Et en gros, sur double page, à l'origine de la grève, 2 truies de 150 et 120 kilos, Aglaé et Sidonie. Et moi, j'arrive le matin, j'étais en train de dormir, mais je n'étais pas au courant de cette parution, quoi. Et les gars me disent, alors ça va Aglaé, ça va les boîtes de nuit? Je dis, oui, ça va. Un deuxième dit, alors les boîtes de nuit, ça va, Christian? Qu'est-ce qu'il raconte? Et moi, j'ouvre l'IB, putain. Et donc, tu disais tout, tu retrouvais tout le lendemain immédiatement dans l'IB. Et l'IB, donc, comme en 95, serait vraiment un très très bon compagnon de route, le Libé de l'époque. Et déjà 86 et 95, c'est déjà plus le même Libé. N'oublie pas pour 95 Paris Turf. Alors Paris Turf, ah oui, Paris Turf, je ne sais pas, plus personne se rappelle de Paris Turf peut-être aujourd'hui. C'était un journal de joueurs de turfistes, hein. Et ils avaient piraté leur une en 95. Et ils avaient piraté leur une pour nous donner un message de soutien, quoi. Et soutenu par Paris Turf durant une grève de cheminots. Attends, il y avait Alors, il y a 2 questions. Ouais. Oui, vous avez fait la grève pendant un mois, mais financièrement, comment vous avez fait pour vivre, ceux qui avaient des familles, Ouais, moi ça ne m'a jamais posé de problème. Mais j'étais pas riche, mais bon, je pouvais tenir 2 ans s'il fallait, quoi. Non, ça n'a pas posé de problème à grand monde. Alors il faut dire que l'argent nous était pas retiré immédiatement. Ah, voilà. Moi j'aurais voulu que tout me soit retiré tout de suite. Comme ça, je sautais un mois et puis c'était bon. Et puis... Mais non, les négociations post-grève ont fait qu'à la demande des syndicats, nous soit retiré chaque mois, pendant tant de mois, telle somme. Donc vous avez dû, payer, ce que vous aviez reçu en avance, quoi. Puisque vous avez payé tous les mois Ah oui, parce qu'on n'est pas payé quand on fait grève. Oui, non, mais disons que dans les négociations, ça n'a pas passé. Vous avez été obligé de rembourser. Ah oui, il a fallu. Mais c'est normal. Pardon? Je voulais savoir comment on bloque un train. Comment on bloque un train? Est-ce que ça se passe toujours bien? Non, pas toujours. Comment on bloque un train? Ben, on se met devant et puis on attend. Tout seul? Tout seul? Non, tout seul, vous m'évitez. Si, j'ai connu quelqu'un quand même. J'ai connu quelqu'un qui avait retenu à lui tout seul un train. Pas par les dents, mais en marchant devant quasiment depuis la gare d'Épinay. Comment hein, je le revois. Il est décédé aujourd'hui. Et donc, Tu te souviens de son prénom? Non plus. Mais sinon, il y a une procédure? Alors, non, il n'y a pas de procédure. Tu descends, tu vas sur le quai, tu mets le pied sur le rail et il faut espérer que tu ne sois pas tout seul, quoi. Alors, en général, on est 2-3 à descendre au départ. J'imagine qu'on s'organise ou non? Non, on ne s'organise pas vraiment. Ça se fait un peu spontanément. Et d'ailleurs, mais souvent, tu pars à 30, tu pars à 40 pour aller bloquer et tu arrives à 10, quoi. Parce que c'est trop impressionnant. Parce que c'est impressionnant. Pourquoi tout le monde ne descend pas sur les... Parce que déjà, il y a les non-grévistes, il y en a quand même quelques-uns. Et puis, il y a ceux... c'est déjà un engagement différent. Tu fais grève, tu restes chez toi, c'est une chose. Tu fais grève, tu viens sur place, c'est une deuxième. Et c'en est une troisième, d'être sur place et de rentrer dans l'illégalité. Parce que naturellement, c'est interdit de bloquer un train. C'est interdit. Alors, bon, ça limite un peu les effectifs, quoi. On n'a jamais été 100 à bloquer. Moi, je n'ai pas connu en 86 100 personnes bloquer un train. Je n'ai pas connu. On restait. On va revenir à 80. On restait. Oui. Une question? Sur 86, tu disais que les manifs, c'était comme je ne sais plus ce que tu as employé comme expression, mais c'était aussi naturel que les autres choses que tu décrivais, comme
comme des manifestations spontanées, c'était aussi naturel que de bloquer un train, par exemple? De faire les manifs à ce moment-là? Ça apparaissait nécessaire à pas mal de gens. Alors c'était plus organisé évidemment, parce que quand tu fais une manif, il faut des autorisations, etc. Et souvent il fallait passer par l'intermédiaire de syndicats qui acceptaient quand même de déposer ça quelque part, je ne sais pas très bien où, la demande d'autorisation. Mais c'était plus facile que de bloquer les trains quand même. Il y a toujours un risque à bloquer les trains. Tu as toujours un risque. Souvent, après, on avait les huissiers, hein, naturellement, les huissiers qui étaient là, qui nous photographiaient dans les voies pour une menace. Je n'ai jamais connu personne directement en 86 inquiété pour avoir été dans les voies. C'était le meilleur moyen de relancer le mouvement, peut-être. Mais en tout cas, le risque, il est là. C'est-à-dire que tu prends un engagement physique, et puis c'était l'hiver. À chaque fois, c'est l'hiver, ces histoires-là. C'est jamais l'été. Il faisait très, très froid. Et souvent, tu commences un blocage à 6 h le matin, et à 11 h, tu y es encore. Et pendant ce temps-là, il neige. Pendant ce temps-là, il fait très froid. C'est pas simple, quoi. Et puis, tu as un engagement physique aussi avec... tu es quand même face à des cordons de CRS pendant des heures. Pendant des heures, et à un moment, peut-être ils vont charger, peut-être pas. Et puis, tu as le non-gréviste qui est tout là-haut. Quoi, le lien avec tes collègues non-grévistes et la rhétorique, comment tu les convaincs de rejoindre le mouvement? Ah oui, tu en parles pour 95? Ça m'est arrivé une seule fois, ça, mais c'était un peu pour rouler les mécaniques, ça. Mais bizarrement, ça a marché, quoi. On était devant... Oui, mais je ne sais toujours pas si j'ai bien fait de faire ça. Je ne sais pas. On était devant un TGV, on bloquait un TGV comme ça, en gare du Nord, le TGV était plein, quoi. Et puis il y avait un conducteur et un rang de CRS, ou 2 rangs de CRS, je ne sais plus. Puis nous, on était en train de bloquer tout ça, côté voie, mais on n'était pas nombreux ce jour-là. On était 10-15 peut-être, pas plus, quoi. Et visiblement, on n'allait pas tenir comme ça. Il suffisait qu'il y ait un ordre par talkie-walkie au CRS, et puis on était dispersés immédiatement. Puis à un moment, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu un éclair, une illumination. J'ai dit aux potes, attendez, j'y vais, le train partira pas. C'est un peu pour rouler les mécaniques. et j'arrive, je les quitte, je vais au-devant des CRS qui nous empêchaient de passer, puis je leur dis, excusez-moi, il faut que je passe. Et là, surprise, boum, ils me laissent passer. Deuxième rang de CRS, ils me laissent passer. Et j'arrive au pied de la cabine de conduite. Et je dis, maintenant, tu es bien malin, maintenant que tu es là, tu fais quoi, Et là, j'ai frappé, et effectivement, il y avait le conducteur qui était là, un conducteur que je connaissais de très longue date, mais il était entouré des membres de la direction, de chefs de traction, etc. Puis j'ai commencé à parlementer avec lui, et la direction essayait d'empêcher le dialogue, naturellement. Et finalement, j'ai joué sur la corde sensible. J'ai dit, attends, tu fais pas grève, mais rappelle-toi, quand on était sur la ceinture de nuit au dépôt de Bobigny, j'allais jusqu'à dire, rappelle-toi quand on partageait nos sandwichs et tout. J'étais dans des détails comme ça, le vrai salaud, quoi. Et j'ai dit, mais bon, ça dure comme ça un peu. Puis je sens qu'il réfléchit un peu, quoi. Puis à un moment, je sens, à tort ou à raison, encore une fois, que le moment était devenu. Puis j'ai dit, écoute, salut. Je vais retourner avec les gars qui bloquent ton train. Mais quoi que tu fasses maintenant, que tu démarres ou que tu ne démarres pas, on sera toujours potes. Hop, je retourne les voir, quoi. Je refranchis les lignes de CRS, je retourne parmi les potes, il me dit alors, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, écoute, je crois que c'est râpé. Hein. C'est râpé, ça n'a pas marché. Le rouleur de mécanique du début, il n'était pas fier, quoi. Et finalement, 10 minutes après, une annonce dans la gare, tout le TGV est évacué, le gars ne fait pas son train. Et plus tard, en journée, je le retrouve, il n'avait pas été gréviste depuis le début, à partir de ce moment-là, il sera tout le temps gréviste, quoi. Il sera tout le temps gréviste, mais l'après-midi, je l'ai retrouvé quasiment en larmes au dépôt, quoi. Les nerfs ont lâché, quoi. Et là, j'étais pas fier. Parce que c'est pas parce que tu es gréviste que tout est permis, quoi. Non, là, je sais pas si j'ai eu raison ou tort. Je sais pas. Alors justement, on va arriver à 95 maintenant. Ouais. Comment se passe le déclenchement de la grève? Est-ce que tu peux rappeler le contexte un petit peu? Oui, alors là, le contexte est beaucoup plus traditionnel, hein, on va dire.
Ben, il se déclenche surtout à la suite de ce qu'on appelait à l'époque le plan Juppé. Hein, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle bien du plan Juppé, voilà, qui s'attaquait à pas mal de choses, dont la sécurité sociale, dont les retraites et les régimes spéciaux. Puisqu'on passait, si mes souvenirs sont bons, pour les régimes spéciaux, de 37 annuités 5 à 40 annuités, ce qui était, pour la retraite, ce qui était déjà arrivé au privé par l'intermédiaire de Balladur en 93. En 93, ouais. Donc il appelait ça, et il voulait appliquer cela, plus un contrat de plan pour la SNCF, dont il résultait un nombre considérable de kilomètres de fermeture de voies, plusieurs centaines, voire des milliers, avec des conditions financières, particulièrement désavantageuses pour tout le monde. C'est le nouveau contrat de plan. Le contrat de plan SNCF-État. Voilà. Alors donc il y avait tout ça en 1995, qui mécontentait non seulement la SNCF, mais aussi d'autres corporations. Et la grève SNCF donc démarre, je crois, le 22 ou 23, un jeudi, comme là. Vous voyez, il y a eu grève jeudi, sauf que là c'était en novembre, ça devait être le 22, 23, peut-être novembre. Et moi je ne la fais pas, la grève, parce que ce jour-là, je suis en train d'intervenir devant des étudiants à Paris 8 et je suis en repos. Donc je ne la fais pas. Et les gars, le soir, à la SNCF, au dépôt, à la gare du Nord, ne reprennent pas le boulot. C'est-à-dire qu'ils se font une AG, ils disent non, nous ne reprend pas le travail, on continue. C'est comme si jeudi dernier, les gars, le soir, le 19 au soir, avaient dit non, négatif, demain on ne travaille pas, on continue. Et ils continuent comme ça 2 jours, 3 jours. Et moi j'avais dit à mes potes avant, de toute façon, si la grève ne tient pas 3 jours, je ne viens pas. Et donc ils ont tenu 3 jours, je suis revenu et c'est parti donc contre ce plan Juppé, mais d'une façon, on va dire, beaucoup plus traditionnelle qu'en 1986, beaucoup plus traditionnelle, vraiment une grève très très encadrée et très bien encadrée par les syndicats, d'ailleurs, il faut leur reconnaître ça, par la CGT, oui, unis, pas toujours, mais enfin, oui, ça va fluctuer un peu, mais ils sont unis et ça marche. La grève se développe à 90% de grévistes chez les roulants, dans d'autres services aussi, et elle dure. Elle va durer moins longtemps qu'en 86, mais au final, elle va l'emporter, au moins sur certains points. Le régime spécial des roulants avec départ en retraite à 50 ans est maintenu. Par contre, pour le versant sécurité sociale, là, mais alors il y avait une ambiguïté pour les cheminots à l'époque, si je parle toujours du point de vue cheminot, c'est que les cheminots ne sont pas à la sécurité sociale. Ils ont une caisse de prévoyance, une caisse d'assurance sociale indépendante. Donc le raisonnement à la fin de la grève, c'était de dire, mais on s'en fout de la sécurité sociale, donc on reprend le boulot. Alors certains, comme moi, disaient, mais non, on ne va pas se désolidariser de tous les autres qui font grève et qui manifestent par millions. Faut qu'on continue la grève, etc. Non, t'es révolutionnaire et tout. Non, je ne suis pas révolutionnaire, moi, je suis simplement solidaire. Et donc voilà, c'était une grève qui était très différente de 86, très encadrée syndicalement, pas du tout dionysiaque, pour le coup, enfin, à mon sens, peut-être ceux qui l'ont vécu verraient ça différemment, beaucoup moins drôle, mais qui a existé grâce à 86. Elle a existé grâce à 86. Mon interprétation, c'était de dire pourquoi les syndicats, d'un seul coup, de façon unie, se mettent à épauler vraiment une grève comme ça contre le plan Juppé. Ça ne leur plaît pas, le plan Juppé. Oui, d'accord, mais il y a plein de choses avant qui ne leur ont pas plu et il n'y a pas eu ce résultat-là. Alors, à mon avis, j'analysais ça comme étant la crainte de 86. On n'est jamais que 9 ans après. La plupart des gens qui ont vécu 86 sont toujours en activité. Ils ont la mémoire de ça encore. Depuis, on n'a plus aucune mémoire de ça. Mais à l'époque, on l'avait. Et donc, je me disais, les syndicats vont avoir peur de nouvelles coordinations, d'être à nouveau court-circuités. Donc, ils vont serrer les boulons tout de suite pour bien driver la grève. Alors, chose qui se vérifie, parce que les renseignements généraux disaient la même chose. Et ça, je l'ai appris par Christian Chavandier, qui était dans les archives. Et il retrouve effectivement des rapports des renseignements généraux qui avertissent l'État
mais qui avertissent aussi les syndicats, leur disant attention, on a eu beaucoup de mouvements sociaux, enfin de petits mouvements sociaux, et il ne serait pas étonnant que se développe à la SNCF la même chose qu'en 86. C'est écrit noir sur blanc, je pourrais lire le passage. Donc, faites gaffe, quoi. Alors, je pense que les syndicats ont été au courant de ça, et que dès le départ, ils ont blindé les choses, avec raison d'ailleurs, puisque ça a fait une grève quand même mémorable, hein, et qui a vraiment porté ses fruits, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Avec une opinion publique plutôt favorable. Alors là, avec une opinion très favorable, au bout de 10-12 jours peut-être, commence à se développer, y compris dans les médias qui sont foncièrement hostiles à la grève. L'idée qu'il y a une grève par procuration, c'est-à-dire que tous ceux qui ne peuvent pas faire grève parce que manque d'argent, parce que, manque de soutien syndical dans leur petite ou moyenne entreprise, ou je ne sais quoi, finalement acceptent de marcher parce qu'il n'y a plus de train. Ah oui, il y a les RATP qui s'y est mis, d'autres services. Acceptent de marcher. Comment ? Les postiers. Les postiers aussi. Ouais. Oui, ça c'était dur avec les postiers au départ. Il a fallu vraiment qu'on y aille et qu'on tape dedans sur le lundi. Enfin, ils sont venus. Et donc, voilà, ça a porté ses fruits, quoi. Force est de le constater. Mais 186, il n'y avait pas 95. Et 195... je crois que j'avais déjà dit une fois, mais enfin, je répète. Et 195, il n'y aurait pas eu 97. Et 97, c'est quoi ? 97, c'est l'arrivée, le retour de la gauche avec Jospin comme Premier ministre. C'est pas moi qui le dis, là. C'est pas les renseignements généraux non plus. C'est Juppé lui-même, dans une émission sur France Culture, que vous pouvez retrouver certainement en cherchant un peu sur France Culture, où Juppé dit, mais après 95, dans tous les conseils des ministres, j'étais carbonisé. J'étais carbonisé, je ne pouvais plus tenir. J'étais en position de faiblesse. D'où l'idée de la dissolution, qui est arrivée à Chirac, mais dissolution dans un contexte où on se souvenait encore de 95. Et donc, vote à gauche. Vote à gauche, et puis bon, après, peut-être l'effet 86 s'arrête là. Mais en tout cas, on ne sait jamais ce qu'un mouvement social peut déclencher a posteriori. J'ai entendu Jean-Claude Mailly qui disait ça l'autre fois à la télé. Il ne dit pas que des bêtises. Pas tout le temps, là c'en était une. On ne sait jamais ce que peut produire ensuite un mouvement social. Hein. Mais en tout cas, pour le mouvement actuel, là, on ne sait pas ce que ça va donner, le mouvement actuel. Hein. Mais moi, je ne comptais pas être là aujourd'hui, tu vois, j'étais très optimiste. Ne pas être là, c'était optimiste pour moi. Oui, je me disais, bon, je ne pourrais jamais reprendre mon train à Avignon le vendredi matin, quoi. Et les mecs, ils vont tout avoir fait péter, quoi, c'est pas possible. Le lendemain du 19, là. Non. Tout était absolument normal, quoi. Alors que fallait y aller, là. Fallait tracer. Mais en même temps, il n'y avait que, si je me pense du point de vue de la SNCF, il n'y avait que 46%, je crois, d'après les chiffres officiels, et puis 77% chez les roulants. Ce qui est net, c'est pas ça. Chez les roulants, si dès le départ, tu n'as pas 90, voire 95, parce qu'après ça baisse un peu, c'est foutu. Alors, on va prendre quelques questions, Christian, sur 95. Moi, je voudrais rappeler quand même aussi le contexte social des années 90, où beaucoup de Françaises et de Français ne se retrouvent plus dans les partis politiques ou les syndicats et s'investissent au point de vue associatif. Et je trouve qu'il y a une vraie créativité, une inventivité sociale, associative très forte. Je pense à ACT UP, je pense à Droit au logement, à beaucoup de collectifs qui se créent sur différents sujets, les collectifs de chômeurs. Donc il y a aussi cet aspect-là, je pense, en arrière-fond par rapport aux grèves de 95. Oui, et puis juste, mais pour laisser la parole, après, juste un changement de génération aussi à la SNCF. Hein. C'est-à-dire que les cheminots de 80, au moins les roulants, je connais moins les autres services, mais au moins les roulants, c'est plus les mêmes, quoi. Les gars maintenant, ils lisent plus que l'UMA, quoi. Ils lisent aussi Fluide Glacial. Ils lisent aussi Harakiri, ils lisent Charlie Hebdo, ils lisent Le Monde, ils lisent Libé. Ils ont un niveau d'instruction de base beaucoup plus élevé que ce qu'il était auparavant. Et puis pour certains, en 86, on se souvient de 68. 68, vous en parliez tout à l'heure. On se souvient aussi de 68. Il y a quelque ça. Il y a ça dans les têtes. Hein.
C'est vraiment donc un changement de génération, avec en même temps, effectivement, du côté associatif pour 95, cette fois, des choses vraiment qui secouent le cocotier aussi. Puis la marche des bords qu'il y avait eu bien avant, plein de choses qui ont modelé les esprits un petit peu différemment, quoi. Oui, une question que je me posais, c'est qu'au niveau de l'ampleur de ce que ça prend quand même de l'ampleur, 90% c'est quand même beaucoup, de gens qui vraiment se retrouvent à un moment donné à finalement se retrouver avec d'autres personnes et à discuter d'autres choses en fait, finalement. Il y a des échanges qui se font dans ces moments-là. Je me pose la question, est-ce qu'il y a un moment où on se demande, mais comment tout ça, si ça prend beaucoup plus d'ampleur, ça dure encore plus, comment ça va s'étendre ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait un peu microcosme? On est entre nous, on l'a bloqué, et puis voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'une pensée, si on va au-delà, vers d'autres gens, pas simplement de nos. Moi, c'est une question que je pose toujours à mon boulot, quoi. C'est bien d'obtenir des trucs, mais nous, on essaie dans d'autres trucs, quoi. Enfin, est-ce qu'il y a un moment, voilà, quelque chose qui comment ça peut se généraliser, quoi. Voilà, comment ça peut se généraliser, on ne sait pas bien. Nous, à la fin de 95, quand les syndicats, surtout la CGT, sifflent la fin du jeu, on est beaucoup à penser qu'il faut vraiment appeler à la grève générale, quoi. Il faut une grève générale, il faut y aller, quoi. Surtout qu'on sent qu'ailleurs, il y a du répondant. Dans toutes les manifs, chaque semaine, en 95, il y a 1 million, voire plus d'1 million de personnes. Pas une fois, mais ça se répète tout le temps, quoi. Et donc, ce n'est pas simplement les cheminots qui constituent ces millions de personnes. Il y en a bien d'autres. Donc, ça serait intéressant de vraiment généraliser. Mais les syndicats n'y tenaient pas. Les syndicats n'y tenaient pas. Et ils ne voulaient pas généraliser ça. D'ailleurs, est-ce que ça aurait fonctionné s'ils avaient voulu généraliser? Vraiment en mettant le paquet. Pas simplement en appelant vaguement les autres à nous rejoindre, mais en mettant le paquet pour que ça y aille. Et surtout le privé. Il ne faut pas oublier, généraliser ça au privé, c'est difficile. Il ne faut pas oublier que nous, en tant que cheminots, on avait quand même une protection de par notre statut qui est quand même vraiment... C'est pas la même chose pour le gars qui bosse dans sa petite boîte dans le privé, qui n'a peut-être même pas de syndicat, qui peut être viré du jour au lendemain s'il ramène un peu trop la parole, quoi. C'est vraiment difficile. Mais il ne faut pas désespérer. Peut-être ça peut arriver. Mais en 95, il y avait quand même beaucoup de gens. En 86, plus qu'en 86 encore. Il y avait quand même les écoles. Il y avait du côté de Renault. On a vu des gens qui étaient venus du côté de Renault. Et puis les gens qui venaient nous apporter leur soutien aussi, tout simplement. En disant, nous, on ne peut pas participer, mais on est là. Et ils nous amenaient du pognon. Et ton souvenir est double de 95, c'est-à-dire à la fois ce que tu vis et ce que tu observes. Oui. Puisque tu es étudiant, oui. Tu as aussi la velléité d'écrire un journal, donc il y a aussi cette position particulière. Oui, c'est une position un peu méta, c'est-à-dire en étant impliqué dans la chose, quoi, en la vivant vraiment au quotidien, avec ferveur, quoi. Parce que bon, après 86, c'est la tête, quoi. C'est fini la fête, quoi. On rigole plus, c'est fini. Et ça va revenir quand? Et là, quand 95 revient, je suis tout content, quoi. Même si je sens dès le départ que c'est pas tout à fait pareil, mais on y est quand même. Et par contre, c'est vrai que j'ai une position un peu méta, parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé des études en sciences d'éducation à Paris 8, j'ai obtenu un ou deux diplômes, quoi. Et le soir, je réfléchis, quoi. Je réfléchis à ce que j'ai vécu dans la journée. J'essaie d'écrire ce journal-là au quotidien. Et bon, je suis déjà un petit peu dans une espèce de réflexion. Enfin, c'est pas prétentieux ce que je dis. J'essaie de réfléchir vraiment sur ce qui se passe d'un point de vue syndical, organisationnel, mais aussi existentiel, quoi. Surtout existentiel. Et puis aussi, me poussant à ça, il y a des cinéastes autour de nous. Sur les faits que je raconte là, il y a 2 cinéastes qui filment en même temps. Pas toujours, mais au moins pendant un laps de temps, il y a 2 cinéastes qui filment, quoi. Dont un qui nous a quittés récemment. Ouais, Jean-Louis Comolli, oui, il est mort il y a pas longtemps. Je sais pas, oui, en 2022. Ouais, mai 2022. Comolli est mort et bon, il a fait un film là-dessus. Mais il est resté assez peu de temps à la Gare du Nord, il est resté quelques jours seulement. Et je me suis aperçu que dans son film, effectivement, il y a des choses que je raconte dans le bouquin.
Ça fait 2 positions méta, c'est-à-dire sur le mouvement. Ce serait très... Et puis il y en a un troisième, il y en a un troisième qui a été fait aussi, qui s'appelle la grève éternelle de Barbara Spitzer. C'est comme ça que j'aurais dû appeler le bouquin, vous en avez appris le titre, il a fallu changer le titre. Et donc, ouais, ce serait vraiment intéressant, toi, de prendre ces 2 films, de regarder ces 2 films, et de comparer avec ça, parce que ça fait 3 subjectivités, en fait, sur des mêmes faits. Et c'est très intéressant pour le rendu du mouvement social, je trouve. Une pluralité de regard, une espèce de multiréférentialité. Alors en plus, il y aurait tout ce qu'avait écrit à l'époque Emmanuel Poncet, qui en 1995 était avec nous tous les jours. Il tenait une espèce de chronique au jour le jour, dans la gare du Nord, avec quelques-uns d'entre nous. Et je pense que si on... Moi j'avais eu le projet de faire un bouquin, un journal à 3 voix, avec l'une des cinéastes, avec Emmanuel Poncet, puis moi, Je pense que ça aurait fait... On avait commencé à travailler un peu, et puis bon, ça s'est dilué avec le temps, comme toute chose se dilue. Alors on va prendre quelques questions, oui. À l'époque, est-ce que tu parles avec René Barbier de ce journal que tu tiens? Est-ce qu'il y a un... Ouais. Alors il faut préciser qui est René Barbier. Ah ouais. Voilà. Alors René Barbier, c'était mon directeur de thèse. Quoi qu'en 95... Oui, j'étais déjà inscrit en thèse. Ouais. C'était mon directeur de thèse, mais je le connaissais depuis 92, quelque chose comme ça. En fait, on était devenus amis, quoi, à la suite de péripéties un peu tragiques. Et on était devenus amis, et puis lui, bon, voilà, il était pro-grève, quoi. Mais en même temps, il aimait toujours me chercher des trucs dans le Figaro, des références à Figaro, où les sondages n'étaient pas les mêmes qu'ailleurs, quoi. Et bon, il le faisait exprès, mais il m'avait recommandé, parce qu'à un moment, on a occupé le poste de sortie de la gare du Nord, un poste très important, qui s'appelle le 1GL, quoi. C'était un peu une espèce de château fort, comme ça, au-dessus. On est resté assez longtemps là-dedans, au moins une semaine plus, peut-être, je ne sais plus. Et René me disait, mais c'est simple, vous avez qu'à faire croire que vous avez piégé avec de la dynamite le poste, quoi. Puis on vous foutra la paix. Après, bon, il y en a d'autres qui l'ont fait dans d'autres entreprises, effectivement, hein, mais ce n'était pas une mauvaise idée. Mais René, bon, était plus poète que ça. Il était plus poète que ça, René. Il n'était pas... Enfin bon, j'ai défilé plusieurs fois avec lui quand même, oui, dans des manifs, mais... Ma question, ça portait plus sur l'apport théorique. L'apport théorique de René. Dans la l'itinérance. Ouais. Comment il voyait ta démarche, ou est-ce que toi, tu avais un retour là-dessus? J'avoue que j'en ai pas parlé avec lui du journal. Il l'avait placé dans sa version numérique sur son journal des chercheurs, sur le site Le Journal des chercheurs. Il l'avait tout de suite placé. Quand j'avais sorti, j'avais été gonflé, j'aurais pu attendre. Mais enfin, voilà, bon, il était pour. Et puis je pense que ça lui rappelait un peu des événements de sa jeunesse. Alors, René était vraiment originaire d'un milieu très très ouvrier, peut-être encore plus ouvrier que le mien d'ailleurs, milieu d'origine. Et ça devait lui rappeler des choses qu'il avait vécues il y a très longtemps, avec son père, par exemple, quand son père faisait de la boxe. Je pense que ça devait lui rappeler ça, quoi. Je me permets de le saluer au passage, puisqu'il est décédé en 2017. Tous mes bons copains sont morts, quoi. Il est mort un mois avant François. On avait fait un livre ensemble sur le management émancipant à Troyes, avec un prof de l'ESCP de Paris, une grande école de commerce, René aussi, et puis on a fait ce bouquin à Troyes. Et une fois qu'il est apparu, on s'est retrouvés tous les 3 à l'hôpital, avec des trucs sérieux, quoi. Et je suis le seul encore vivant. Je ne sais pas pour combien de temps, mais c'est ça, hein, la vie. Plus on avance, plus on va voir ses amis au cimetière. Alors écrit reste sur le site dont tu parlais sur le journal des chercheurs. Oui. Ah oui, si vous avez envie, on a rénové avec quelques étudiants d'aujourd'hui, là. On a pris un peu le mort aux dents et on a réactivé son journal des chercheurs qui était en déshérence depuis 2017. On l'a réactivé avec du sang neuf, quoi. Et là, on retrouve bien toutes les tendances qu'avait René du point de vue de l'épistémologie, du point de vue de la recherche-action. Combien de recherche-action intéressantes il aurait été possible de faire sur 86, tu vois. T'imagines, avec tout l'élément imaginaire qu'il mettait dedans, avec l'influence de Morin ou de Castoriadis, etc. Là, il y aurait vraiment eu des choses à faire. Voilà.
Alors on va prendre encore quelques questions sur 95, d'autres moments du récit de Christian. Vous avez peut-être des souvenirs personnels à partager sur ces Moi, deux j'ai grèves? totalement oublié 86. Oui. Mais 95, non. Ça paraît pour moi beaucoup plus loin, bien que je sois plus âgé que vous. Mais moi, bon, j'ai découvert. J'ai Ouais. totalement. Mais chez les cheminots aussi. Mais C'est ça, oui, mais parce moi, que 86, par exemple, était beaucoup évoqué au début de 95, mais en négatif. C'est-à-dire que 86, curieusement, a laissé un très mauvais souvenir, et ça a été donné comme une grève qui avait perdu. En fait, c'est totalement faux. Et là encore, Christian Chavandier revient là-dessus. Il dit non, au contraire, 86 a été une grève vainqueur, et qui a même gagné sur des points qu'elle n'avait pas revendiqués au départ. Par exemple, les lits faits dans des dortoirs. Parce qu'à l'époque, on arrivait dans les dortoirs, il fallait faire son lit, on arrivait avec son drap, etc. hein. Ah, oui, Et- il fallait venir avec la valise dans les dortoirs de la SNCF. Oui. à ce temps-là. Ah oui, il fallait venir avec tout l'équipement. Ah, il fallait venir comme au camping, il fallait venir avec dans la serviette ou le sac, la couverture, non pas la couverture, pardon, mais les draps, etc. Et donc là, les directions nous avaient lâché les lits faits dans les dortoirs, on n'avait jamais demandé ça. Ils nous avaient demandé, ils nous avaient donné aussi un certain nombre, ils avaient créé un grade supplémentaire avant dans la conduite, qui permettait d'être rémunéré davantage. Je désire savoir, quand ils appelaient à dire que vous seriez payé au mérite, comment on peut savoir ce conducteur de train à la route? C'est là que j'aurais compris ça. Ils n'ont jamais donné d'explication. Ah non, mais l'explication, elle est assez simple. C'est essayer de créer une émulation qu'ils jugent saine entre Dans la les... vitesse ou dans quoi? Non, dans le comportement en général. On peut par exemple supposer que si vous êtes un conducteur à peu près normal et jamais gréviste, là aussi je caricature un peu, ça va bien aller. Si vous la ramenez pas trop, quand on vous change votre journée au dernier moment, vous serez plutôt un bon. Si vous avez les chines souples, voilà, on va dire ça comme ça, vous serez plutôt catégorisé comme bon. Mais ça, c'était tout à fait dans l'esprit de l'époque, qui régnait en France, avec des auteurs qui sévissaient là-dessus, également dans les grandes écoles, disant que pour arriver à une meilleure productivité, mais aussi à un mieux-être au travail, pourquoi pas pendant qu'on y est, eh bien, il faut réformer tout ça, on met tout à plat, on forme des petites équipes, c'était l'idée, avec les grilles au mérite. Il y aurait le chef de fraction, ça serait une espèce de petit manager qui managerait son équipe comme ça, pour que si possible, elle soit un peu meilleure que l'équipe d'à côté. Il y avait tout ça dans l'idée. Donc il y a un côté soumis aux éléphants. Ah oui, je pense, oui. Donc, Ah bah oui. pour moi, les soumis aux éléphants. Oui, non, mais oui, je pense. Bon, j'ai jamais été sonder les reins et les cœurs des promoteurs de cette idée-là, mais eux aussi, là, ils ont un imaginaire. Ils ont un imaginaire autour de ça qui est le leur, qui les regarde, mais qui est un imaginaire totalement leurrant. Il est leurrant. Il y a des imaginaires positifs, il y a des imaginaires leurrants. À savoir que c'est de la poudre aux yeux, que rien ne marchera mieux comme ça. Ou alors passer un temps. Et ensuite, ce sera tout à fait autre chose. Mais on organisera peut-être une rencontre sur ces questions, et puis la question effectivement de la transmission, de l'éducation. On va prendre encore deux questions. Non, c'est juste la vision négative de 86 qui était portée en 95, c'était du fait plutôt des syndicats, ou c'était aussi installé dans l'idée des agents eux-mêmes. Des agents, Oui. Alors, dans les syndicats, bien évidemment, ouais. ça c'est clair. Mais aussi, c'est chez les agents, chez les conducteurs. Encore une fois, je ne fréquentais pas beaucoup les autres milieux cheminots, mais chez les conducteurs, c'était resté comme quelque chose d'assez négatif. C'est étrange. Il n'y a pas d'explication. Moi, je pense qu'il y a eu une grosse frustration à la fin de 86. Je pense que beaucoup de grévistes s'étaient mis à imaginer des choses pour un avenir meilleur, quelque chose comme ça, une transformation de leur vie en profondeur qui n'est pas advenue. Voilà, c'est une explication qui en vaut une autre. C'est un peu faiblard comme explication, mais il faudra aller y voir plus.
Alors, encore 2 questions, puis on va regarder quelques images que Ah, Christian ouais. a commentées. En fait, je me posais la question par rapport à ton parcours et ta thèse sur l'auto-formation. Qu'est-ce qu'il y a eu d'auto-formation dans cette grève, que ce soit pour toi ou pour tes collègues? Qu'est-ce qu'on peut dire que l'institution a repris les rênes en 95? Et comment s'est marqué dans l'imaginaire de toi et tes collègues les apports concrets de cette démarche d'auto-formation? Voilà, il faut rentrer dans de l'analyse, en quelque sorte. Il y a eu de l'auto-formation pour tout le monde, au moins dans les premiers jours les plus forts de 86, parce qu'il a fallu entièrement s'autogérer. Il a fallu entièrement s'autogérer, et l'autogestion, dont la CFDT d'ailleurs était l'un des principaux promoteurs, à l'époque où la CFDT était intéressante, un petit peu intéressante, il y avait forcément de l'auto-formation là-dedans. Il fallait qu'on apprenne déjà. Par exemple, vous ne savez pas comment bloquer un train. Pour revenir à ça, comment tu fais pour bloquer un train? Tu me diras, c'est pas très compliqué, il suffit de se mettre devant. Mais à part ça, tu as quand même des petites techniques à adopter. Je ne saurais pas les restituer là tout de suite parce qu'il n'y a pas le temps. Mais après, comment tu fais pour gérer le rapport avec les médias? C'était une des premières grèves à la SNCF aussi médiatisée. Et comment tu gères les médias? Comment tu gères les médias quand tu découvres que le lendemain, l'article qui paraît sur l'interview ou sur la restitution de la situation n'est pas du tout conforme à la réalité? Comment tu fais pour essayer de redresser les choses et de les maîtriser à l'avenir? Comment tu fais quand tu es amené à négocier toi-même et non plus par l'intermédiaire des syndicats avec ton chef de dépôt, sans monter à la direction, mais avec ton chef de dépôt? Et puis ensuite avec la direction de la région. Tu n'es pas formé à ça. Tu ne sais pas, donc il faut t'auto-former. Et ça crée une institutionnalisation au sens de l'analyse institutionnelle. C'est vraiment, tu deviens vraiment instituant à ce moment-là. Tu institues quelque chose de vraiment neuf pour au moins ces personnes-là qui sont là-dedans. Et l'institution, après traditionnelle, reprend ses droits, bien entendu, puisque une grève à la SNCF, comme partout ailleurs, ça peut être que momentané. Reste à savoir ce qu'il en reste après dans les esprits. Il en est resté quelque chose, puisque si mon analyse est juste, et celle de Chavrandier aussi, ça provoque en partie 95. Donc c'est pas complètement oublié, tant que la génération qui a vécu ça est encore là pour en témoigner. Une fois qu'elle disparaît, il en reste, je pense, assez peu de choses. D'où l'importance des écrits, d'où l'importance